Elle a fait des portraits amoureux de l'artiste Frida Kahlo et de Gabrielle Buffet-Picabia, son arrière-grand-mère. Le couple créateur-destructeur tient une place centrale dans ses récits. Revoilà Claire Berest avec L'épaisseur d'un cheveu, son 6e roman aux éditions Albin Michel. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche, Claire Berest. Bonjour. Alors, sous votre plume, un sujet tristement d'actualité, un féminicide à travers le récit d'un couple qui, de prime abord, est tout à fait amoureux. Vous nous en dites un peu plus ? Oui, j'avais envie de plonger dans le sujet de l'homicide conjugal, qui est d'actualité, mais qui a en fait toujours aussi été d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de permanence. Quand on regarde les statistiques, ils sont malheureusement très très stables. Entre 120 et 130 femmes sont tuées sous les coups de leurs conjoints par an en France, chaque année, depuis presque aussi longtemps que l'on collecte des statistiques. Est-ce qu'on a une prise là-dessus ? J'ai voulu plonger, mais vraiment dans le corps de l'autre. Tout de suite s'est imposée à moi l'idée d'être à l'intérieur du personnage masculin, qui est donc auteur de ce déraillement tragique, définitif, d'être dans sa tête, dans son regard, dans sa psyché au plus proche, pour essayer, sans jugement, si je puis dire, et c'est très important, d'essayer de comprendre ce mécanisme qui se met en place à un moment donné, avec un certain nombre peut-être d'agressions extérieures, de tensions, qui amènent ce basculement, et c'est très important de le dire, chez une personne qui n'a aucun antécédent de violence conjugale. Oui, ça, on va en reparler. Avant cela, on va vous écouter en lire un extrait de ce récit. C'est la première phrase du livre. Quand Étienne le Chevalier s'indigna à part lui que le serveur du Petit Brésil le reluqua encore une fois d'un drôle d'air, nous étions lundi dernier aux alentours de 17h30. Étienne avait comblé sa matinée de correction sur le manuscrit d'un auteur dont il poussait au paroxysme la joie mauvaise de détester le travail. Il avait avalé vers 13h une omelette, debout dans sa cuisine, accompagnée d'un morceau de roquefort, et à l'heure du café, il était parti pédalant en direction du Petit Brésil, l'humeur joviale, car une seconde journée débutait pour lui, dévolue à son projet personnel, qu'il jouissait encore de tenir en toute clandestinité, habillant l'escapade d'un charme secret. Il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme. À vous lire, à vous écouter. On sait d'emblée qu'il va tuer sa femme, Étienne. Pourquoi avoir choisi cette temporalité vis-à-vis du lecteur ? De même, c'est un choix qui s'est imposé tout de suite. Nous ne sommes pas dans un polar, nous sommes dans un roman psychologique. Et je voulais enlever d'emblée tout suspense macabre ou malsain, que le lecteur se dise « mais est-ce que Vive va survivre ?» D'une certaine manière, la messe est dite dès le début. Vive, Violette, c'est son vrai nom, le chevalier ne va pas survivre. Tous les éléments sont donnés. On est ensemble avec le lecteur. On est lundi. Et donc, on va partir ensemble dans cette semaine pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui a mené à cela, alors que, somme toute, il semblerait que Étienne commence une semaine tout à fait classique. On va revoir ce chiffre, Claire Berest. Le ministère de l'Intérieur a dénombré 118 féminicides en France en 2022, c'est-à-dire un décès tous les 2 jours et demi. Mais il y a souvent des signes de violence avant-coureurs. Dans votre roman, ce couple n'avait jamais eu d'antécédents violents. Ce livre est-il votre façon de vous mobiliser contre ces crimes conjugaux ? Chaque roman est une volonté de se mobiliser, quel que soit le sujet. Et évidemment, de choisir l'homicide conjugal, comme vous l'avez rappelé, l'espace amoureux, l'espace intime est quelque chose que je creuse dans tous mes livres. C'est la relation de couple, dans ce cas-là, de plus lumineux et de plus sombre, est creusée dans tous mes livres. Et effectivement, nous sommes tous touchés parce que les médias font un travail très important sur ce sujet depuis maintenant plusieurs années. Donc, nous sommes tous concernés. Mais il y a un aspect peut-être un peu contre-intuitif et que l'on découvre quand on se plonge dans les cas d'homicides conjugaux, ce qui a été mon cas pour écrire ce livre. Je me suis plongée de longs mois dans la matière brute. C'est que sur donc en moyenne entre 120 et 130, il y en a bien plus de la moitié où l'auteur des faits n'avait vraiment aucun antécédent de violence, ni physique, ni psychologique. Donc,
le sujet de la violence conjugale, qui est un sujet éminemment important, d'une certaine manière, est aussi un autre sujet, puisque là, on peut agir dès les premiers signes, on peut essayer de protéger ces femmes qui sont potentiellement des victimes imminentes. Mais dans le cas où les gens n'ont jamais eu un geste déplacé ou violent, comment fait-on pour prévenir l'irréparable? Évidemment, les romanciers ne sont pas des spécialistes et ne sont pas là pour apporter des solutions. Les romanciers, les écrivains sont là pour faire cheminer les questionnements tous ensemble. Et encore une fois, sans jugement, si je puis dire, parce que la littérature est l'espace de la suspension du jugement moral. On n'est pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. On est là pour essayer de plonger dans l'âme humaine ensemble, pour essayer de s'éclairer dessus. La Fondation des femmes appelle à une révolution budgétaire. Dans son dernier rapport publié lundi 25 septembre, l'organisation estime qu'il manque entre 2 et 5 milliards d'euros pour lutter efficacement en France contre les violences faites aux femmes. Comment réagissez-vous face au manque de moyens alloués par l'État? Comme tout le monde, face à de telles tragédies, et on suit tous ces cas avec un vertige immense, on a tous le réflexe de se dire mais où est le budget, que peut-on faire immédiatement? Parce que plus le temps passe, plus les victimes s'accumulent. Après, évidemment, je ne suis pas politique, je ne suis pas aux commandes, et toutes les machines sont des grosses machines à mettre en place. Je me souviens d'avoir vu un documentaire passionnant sur des maisons dans lesquelles on pouvait rassembler des hommes qui avaient été repérés comme étant des hommes violents pour essayer de les réhabiliter, pour essayer de les faire s'analyser eux-mêmes. Et ce que j'avais noté dans ce documentaire absolument passionnant qui était passé il y a quelques années, c'est qu'il n'y en avait que quelques-unes en France. Immédiatement, on a envie de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas dans chaque ville, par exemple ? Et quant au vocabulaire, il a son rôle à jouer. On parlait avant, à l'époque, de crimes passionnels. On parle aussi souvent à la voix passive de violences faites aux femmes. En quoi la langue est importante, Claire Berest ? Alors, je suis une femme de lettres, donc la langue est très, très importante. C'est vrai que pour cette réalité-là, il y a beaucoup de termes qui se sont succédés. On pense effectivement au terme très dérangeant de crime passionnel qui était en vogue au XIXe siècle et puis dans toute la première moitié du XXe siècle, qui en plus dit qui est évidemment révoltant, mais qui en plus laisse sous-entendre une idée de passion. Déjà, tuer l'autre n'est jamais un acte d'amour, ça c'est très très clair. Et puis par ailleurs, quand on se plonge dans ces cas-là, on se rend compte que les passages à l'acte ont souvent lieu chez des couples qui sont ensemble depuis plus de 10 ans en moyenne. Donc il ne s'agit pas du tout comme ça d'une sorte de passion des débuts avec... Non, absolument pas. Ce sont des couples installés. Les termes ont évolué. Il y a le terme de féminicide que l'on connaît bien aujourd'hui, et c'est bien parce qu'il porte un combat. Il y a eu fémicide aussi, fémicide intime, uxoricide. Et c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser aussi le terme d'homicide conjugal parce qu'il inscrit à l'intérieur cette idée de l'espace amoureux. Parce qu'effectivement, un féminicide, si on prend le terme à la lettre, c'est tuer une femme parce que c'est une femme. Et j'ai envie de rougir, on pourrait presque dire féminicide conjugal, c'est-à-dire que ces hommes tuent parce que c'est leur femme, pas une femme. Et ça doit nous interroger aussi sur pourquoi cette bascule dans l'espace du couple qui est censé être l'espace qui porte l'autre, comment on peut en venir à vouloir anéantir la personne qu'on a choisi d'aimer. Et j'avais envie d'insister là-dessus dans mon texte, cet espace amoureux qui peut se transformer en enfer. C'est pour ça que j'aime bien aussi utiliser ce terme d'homicide conjugal qui, avec sa neutralité nuancée, dit beaucoup de choses. Voilà, toutes ces questions traversent votre ouvrage L'épaisseur d'un cheveu. Dans une première vie, vous étiez professeur de français à Bobigny. Vous avez choisi de quitter l'enseignement. On va vous réécouter à l'époque, en 2012. Premier jour de classe, un élève qui était mécontent de la remarque que je lui avais faite a pris une table et devant moi l'a explosée contre le mur. Alors, ce n'était pas contre moi qu'il a envoyé cette table, c'est une grande nuance, c'est-à-dire que ce n'était pas contre moi. Mais cette démonstration, c'était, ça va être la guerre des nerfs. Et que je ne me sentais pas, moi, les épaules, d'être dans ce combat-là, de très bien la guerre des nerfs, c'est moi qui vais la gagner, j'avais juste envie d'enseigner le français. Il est fort ce témoignage. Waouh, j'ai pas vu ça depuis très très longtemps. J'ai l'impression de regarder une petite sœur d'une autre époque, c'est marrant. Alors, les violences, c'est un réel fléau en milieu scolaire, dans certains établissements. Enseigner, c'était votre rêve, mais c'était trop lourd à porter. Alors, j'étais très jeune, j'avais 24-25 ans quand j'ai commencé à enseigner. Je ne suis pas absolument au point sur comment se passe la formation des maîtres et des professeurs aujourd'hui, mais à l'époque, on était vraiment
propulsés dans les endroits les plus difficiles, sans aucun bagage. Et c'est vrai que, voilà, une espèce de sidération. Les élèves étaient chacun des mondes et des amours. Et donc, on se sent en défaut de ne pas pouvoir les aider parce qu'on n'a pas les épaules. J'avais écrit un petit livre à l'époque, La lutte des classes, qui faisait une capture d'un moment donné. Et malheureusement, je pense que toutes les choses qui étaient pointées... Je faisais intervenir beaucoup de professeurs dans ce livre. Malheureusement, je ne suis pas sûre que 12 ans plus tard, les problèmes sont loin d'être réglés. Et la transmission, vous la faites aujourd'hui à travers vos récits, vos romans, Claire Berest. On se quitte avec un de vos conseils culturels qui porte sur l'exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso, l'invention du langage au musée du Luxembourg. Alors, de quel langage parle-t-on? Qu'est-ce qui vous a parlé, vous, dans ce titre d'exposition? Oui, alors c'est un coup de cœur de désir. Je n'ai pas encore pu aller voir cette exposition, mais c'est celle que je rêve d'aller voir dès que j'aurai le temps. Deux immenses. Pablo Picasso, Gertrude Stein. Gertrude Stein, qui n'est pas si connue encore aujourd'hui, une poétesse, une visionnaire, une femme d'une liberté qui, au début du siècle, a imposé sa vision, sa littérature si déconstruite, son homosexualité revendiquée, qui en même temps aussi a fait des choix très étranges dans sa vie. Les gens sont nuancés, mais effectivement, ils ont tous les deux beaucoup déconstruit Picasso et elle, pour tenter de voir ce qu'on ne voyait pas. Et ils ont été tout de suite très, très amis. Picasso a essayé de peindre Gertrude Stein après 80 heures de séance de pause. Là, je n'arrive pas à saisir votre visage. Et puis, parfois, il lui a envoyé beaucoup, beaucoup de lettres. Et dans ces lettres, il mettait sur l'enveloppe « à Gertrude Stein, homme de lettres ». Pas mal, bien vu. Merci Claire Berest. Je recommande vivement la lecture de L'épaisseur d'un cheveu aux éditions Albin Michel. Bon vent à vous. On se quitte avec quelques images de cette exposition, dialogue entre mécènes et artistes au musée du Luxembourg à Paris. Bienvenue chez Cultura Sofa. Je suis tellement contente de vous revoir depuis l'année dernière. Voici un petit cadeau pour vous remercier pour le canapé. Oh, merci. Oui, je me souviens. Là, j'en cherche un pour mon fils. Découvrez la collection Automne. Découvrez le canapé lit Meda à 735 €. Parfait pour une petite sieste. Ou encore Cava en cuir avec mouvement relax à 1449 €. En plus, nouveau magasin Poltrone Sofa à Vannes. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà.